Chapitre 13. Les travaux d'Hercule. Sur le conseil de Thésée, Hercule, désireux d'expier le crime qu'il avait commis sous l'empire de l'ivresse, était allé se mettre au service de son cousin, Eurysthée. Celui-ci, roi de Mycène, était un personnage intéressé et peu scrupuleux. Il vit bientôt tout le parti qu'il pouvait tirer de la collaboration bénévole d'Hercule, et lui annonça d'emblée que, pour lui faire plaisir, il lui confierait successivement 10 tâches, toutes plus difficiles les unes que les autres. La première tâche d'Hercule fut de débarrasser le royaume de Mycène d'un lion redoutable, qui sortait périodiquement de la forêt de Némée pour s'attaquer aux troupeaux et à leurs bergers. Muni de son arc et de sa massue, Hercule se mit à la recherche du lion de Némée et le trouva bientôt. Il tenta d'abord de le tuer à coups de flèches, mais la peau du lion était si épaisse que les flèches n'y pénétraient pas. Il lui asséna alors un formidable coup de massue. Mais la tête du lion était si dure que la massue se brisa. Hercule attaqua enfin le lion à main nue, indifférent à ses rugissements, à ses crocs et à ses griffes. Il parvint à l'étouffer entre ses bras puissants. Lorsque le lion fut mort, Hercule découpa sa peau et s'en revêtit comme d'une cape, la tête du lion reposant comme un casque sur sa propre tête. C'est dans cette tenue qu'il retourna chez Eurysthée pour l'informer que sa première tâche était accomplie. Le premier instant d'épouvante passé, car Eurysthée avait d'abord cru voir apparaître le lion lui-même, il confia à Hercule une deuxième mission, le nettoyage des écuries d'Augias. Augias était un voisin et ami d'Eurysthée. Il possédait un troupeau de 3000 bœufs qui, le jour, paissaient dans de riches prairies et, la nuit, dormaient dans d'immenses étables. Par suite de la négligence du personnel d'entretien, ou peut-être d'une grève, l'histoire ne le dit pas, ces étables étaient restées quelque temps sans être nettoyées, et une quantité immense d'excréments s'y était accumulée. Il dégageait une odeur si nauséabonde que personne ne pouvait plus s'approcher des étables, et que, chaque jour, la couche de fumier s'élevait de 20 centimètres, menaçant de monter bientôt jusqu'au toit. À distance respectueuse, Hercule contempla cet océan de bouse et comprit qu'avec une pelle et un balai, il n'en viendrait jamais à bout. Une violente colère le prit. Pour la passer, il se saisit d'un gros rocher qu'il projeta violemment vers un torrent qui coulait à ses pieds. Dans sa chute, le rocher provoqua une avalanche qui, à son tour, forma un barrage au fond de la vallée. Sortant de son lit, le torrent fut alors détourné vers les écuries d'Augias et les nettoya en moins de temps qu'il ne faut pour les cuire. Augias, reconnaissant, fit cadeau à Hercule de 300 de ses bœufs. Les bois qui entouraient le lac Stymphale étaient peuplés d'une multitude d'oiseaux redoutables, pourvus de becs et de griffes d'airain qui les rendaient dangereux pour le bétail et même pour les humains. Eurysthée confia à Hercule la mission de les détruire. Arrivé un matin de bonne heure sur les rives du lac, Hercule se mit en devoir de tirer ses flèches sur les oiseaux perchés dans les arbres. Comme il était un fin tireur, ses flèches faisaient mouche à chaque coup. Mais les oiseaux étaient si nombreux qu'ils se reproduisaient plus vite qu'Hercule ne les tuait. À la fin de la journée, le carquois d'Hercule était vide, et il y avait plus d'oiseaux dans les arbres que lorsqu'il était arrivé le matin. Dans un mouvement de rage, le héros frappa de toute sa force son épée de bronze sur son bouclier d'airain. Le choc du métal retentit comme un coup de tonnerre. Effrayés, tous les oiseaux prirent leur vol dans un tournoiement agité et confus. Cela donna une idée à Hercule. Au moment où, rassurés, les oiseaux s'apprêtaient à se reposer sur les arbres, il donna un second coup d'épée sur son bouclier
provoquant un nouvel affolement des oiseaux. Et ainsi, se servant de ses armes comme d'une paire de cymbales, il força les oiseaux à voler toute la nuit. À l'aube, épuisés par leur vol prolongé, ils tombèrent, l'un après l'autre, dans le lac Stymphale, où ils se noyèrent. La quatrième tâche imposée par Eurysthée à Hercule fut d'aller chercher et de ramener vivant le taureau de Crète. Je vous ai déjà parlé de cet animal. C'est de lui que Pasiphaë, femme du roi de Crète, était tombée amoureuse, et c'est de lui qu'elle avait eu un enfant monstrueux, le Minotaure. Le Minotaure était mort quelque temps auparavant des mains de Thésée, mais son père, le taureau de Crète, vivait encore. S'il s'était agi de le tuer, la tâche eût été pour Hercule relativement facile, mais l'attraper vivant était une autre affaire. Ayant posé sa massue et son arc, Hercule, vêtu de sa peau de lion, pénètre dans le vaste enclos où paissait le taureau. Celui-ci lève la tête, aperçoit l'intrus, gratte le sol d'un sabot irrité et souffle un jet de vapeur par les naseaux. Hercule fait un pas en avant, puis un autre, en direction du taureau menaçant mais immobile. Et tout à coup, alors qu'Hercule n'était plus qu'à 10 pas de lui, le fauve passe à l'attaque. Pour être plus agile, Hercule a l'idée de se dépouiller de sa pelisse de lion qui entrave ses mouvements. D'un geste rapide, il l'arrache de ses épaules et s'apprête à la jeter loin de lui. Mais il s'aperçoit alors, avec surprise, que c'est vers la peau de lion, et non vers l'homme qui la tient encore, que le taureau dirige sa charge. Par hasard, Hercule vient d'inventer l'art du toréador. Se servant de la peau du lion comme d'une cape, il excite le taureau, provoque sa charge et la détourne, 1 fois, 10 fois, 100 fois. Le taureau attaque furieusement, mais en vain. Ses cornes ne rencontrent chaque fois que les plis flottants de la cape. À la 100e passe d'Hercule, une superbe Véronica de la main gauche, le taureau épuisé tombe sur les genoux. Hercule n'a plus qu'à lui attacher les pattes et le rapporter sur ses épaules au palais d'Eurysthée, lequel, épouvanté, va se cacher sous son lit. « Puisque tu es si fort pour attraper les animaux vivants, je voudrais, dit alors Eurysthée à Hercule, que tu m'en captures 2 autres, le cerf aux cornes d'or de la forêt de Cérinée et le sanglier du mont Érymanthe. Comme je suis bon prince, je compterai cela pour 2 travaux. » Le cerf aux cornes d'or n'était pas particulièrement redoutable, mais il était capable de courir très vite et très longtemps. Il ne fallut pas moins d'1 an à Hercule pour le fatiguer et le prendre. Soucieux de ne pas passer autant de temps avec le sanglier, Hercule employa pour lui une autre méthode. Il força la bête à monter, toujours plus haut, sur la pente du mont Érymanthe. Une épaisse couche de neige molle en recouvrait le sommet. Le sanglier s'y enfonça et s'y épuisa bientôt. Il fut alors une proie facile pour Hercule. L'insatiable Eurysthée demanda ensuite à Hercule de lui rapporter les troupeaux de Géryon, un géant à 3 corps qui vivait au sud de l'Espagne. La première partie de la tâche, consistant à se débarrasser de Géryon, fut expédiée rapidement par Hercule, qui en avait vu d'autres. Mais les difficultés commencèrent lorsqu'il s'agit de transporter les troupeaux. Par voie de terre, il y avait, de Cadix à Mycène, une distance énorme à parcourir, dans des régions le plus souvent montagneuses. Et par voie de mer, il n'était pas possible d'accéder à la Méditerranée, qui à cette époque n'était pas reliée à l'Atlantique. Qu'à cela ne tienne. D'un coup de massue, Hercule brise l'isthme qui ferme la Méditerranée et ouvre le détroit de Gibraltar. De part et d'autre du détroit, à Gibraltar et Ceuta,
se dressent encore aujourd'hui les colonnes d'Hercule. Si j'ai choisi d'appeler le travail suivant le 8e d'Hercule, plutôt que de lui donner son nom officiel de cavale de Diomède, c'est parce que l'objet initial de ce travail, à savoir la capture de 4 chevaux anthropophages, se révéla en définitive beaucoup moins important que les incidents annexes qui viennent s'y greffer. Les 4 chevaux en question appartenaient à un roi nommé Diomède, qui avait pris l'habitude perverse de les nourrir de chair humaine, et qui, pour leur procurer leur ration journalière, sacrifiait tous les voyageurs qui passaient sur ces terres. Eurysthée, qui désapprouvait cette pratique, chargea Hercule d'y mettre fin. Ce fut vite fait. Hercule s'empara de Diomède et le servit en pâture à ses propres chevaux. Sa chair était apparemment si dure que les chevaux furent définitivement dégoûtés de la viande et redevinrent végétariens. C'est au retour de cette mission, somme toute banale, qu'Hercule eut l'occasion d'accomplir l'un des exploits les plus surprenants de sa carrière et l'un des plus révélateurs de son caractère. Hercule avait un ami nommé Admète. Cet Admète était jeune, riche et beau. Il avait une femme charmante, nommée Alceste, et il bénéficiait de la faveur et de la protection spéciale d'un dieu, Apollon, à qui il avait eu l'occasion de rendre un service. Bref, Admète avait tout pour être heureux, et, chose surprenante, il l'était effectivement, jusqu'au jour où, se sentant un peu patraque, il alla voir un médecin qui lui annonça qu'il n'en avait plus que pour quelques mois à vivre. Mourir à 25 ans, ce n'est pas possible, pensa Admète, qui se rendit aussitôt chez Apollon pour lui demander de faire quelque chose pour lui. « Je ne peux te sauver la vie, lui dit Apollon, que si quelqu'un d'autre accepte de mourir à ta place. »« C'est facile, répondit Admète, je trouverai bien un volontaire parmi mes nombreux serviteurs. » Mais les serviteurs à qui il s'adressa se récusèrent tous, les uns après les autres. Ses amis ne furent pas plus coopératifs. Il songea alors à ses parents, qui, âgés de plus de 70 ans et accablés d'infirmités diverses, ne cessaient de se plaindre et de déclarer qu'à leur âge, la vie ne valait vraiment plus la peine d'être vécue. Admète était donc persuadé que son père ou sa mère sauterait sur l'occasion qui leur était offerte de quitter une vie misérable pour sauver celle de leur fils unique. À sa grande surprise, il se heurta, chez l'un comme chez l'autre, à un refus catégorique. « Le soleil est doux, même aux vieillards, » lui répondirent-ils pour justifier leur refus. Admète faisait d'amères réflexions sur l'insondable profondeur de l'égoïsme humain lorsque sa femme, Alceste, âgée elle de 23 ans, vint lui dire qu'elle était décidée à se sacrifier pour lui. Admète, faisant preuve d'un égoïsme au moins égal à celui qu'il venait de fustiger chez ses parents, accepta sans hésiter. Quelques jours plus tard, Admète guéri, disait à sa femme mourante « Dussé-je vivre 100 ans ?» Et il y comptait bien. « Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Jamais, je te le jure, je ne poserai la main ou même le regard sur une autre femme. » Alceste le regarda avec une expression d'amour, mais aussi de scepticisme, et poussa son dernier soupir. Le convoi funèbre, mené par Admète, s'apprêtait à quitter la maison, lorsqu'Hercule, qui passait par là, au retour de son expédition chez Diomède, et qui n'était au courant de rien, s'arrêta chez son ami, avec l'intention d'y passer quelques jours. Admète avait un sens élevé de l'hospitalité et une grande délicatesse. Il songea que, s'il mettait Hercule au courant du décès d'Alceste, le héros se sentirait inopportun et n'oserait pas demeurer sous son toit. C'est pourquoi, comme Hercule lui demandait la raison du deuil dont il voyait les signes,
Admet lui répondit évasivement qu'une étrangère venait de mourir dans la maison. « Je reviendrai ce soir, » ajouta-t-il. « En m'attendant, installe-toi confortablement et fais comme chez toi. » La finesse et le tact n'étaient pas les qualités dominantes d'Hercule. Prenant l'invitation d'Admet au pied de la lettre, il entre dans la maison, se baigne, se change et demande qu'on lui apporte à boire. Après quelques coupes de vin, mises en gaieté, il plaisante avec les serviteurs, lutine avec les servantes et se met à chanter à tue-tête des chansons paillardes. Irrité par l'expression contrite et quelque peu offusquée qu'il croit percevoir chez un domestique, il le prend violemment à partie. « Ne fais donc pas cette tête sinistre, » lui crie-t-il. « Ne croirait-on pas que tu viens d'enterrer ta mère ?»« C'est que, » lui répond le domestique, « notre maîtresse était comme une mère pour moi. »« Ta maîtresse ?» s'étonne Hercule. « Mais je croyais que c'était une étrangère qui venait de mourir. » Subitement dégrisé, il comprend qu'Admet lui a menti, par délicatesse, et que lui, Hercule, vient de se comporter comme un goujat. Submergé par la honte et le remords, il prend aussitôt l'une de ces résolutions impulsives, généreuses et folles dont il est coutumier. « Je vais, se dit-il, chercher Alceste aux enfers et la ramener à son mari. » Hercule, faut-il le rappeler, était fils de Jupiter. Il jouissait en outre déjà, auprès des dieux comme auprès des hommes, d'une immense réputation. C'est à cette double circonstance qu'il faut attribuer la facilité avec laquelle, en violation de toutes les règles, il put pénétrer au royaume des morts. Pluton et Proserpine, qui brûlaient de le connaître, l'accueillirent aimablement et lui demandèrent ce qu'ils pouvaient faire pour lui. « Rendre Alceste à la vie, » répondit Hercule. Cette faveur lui fut accordée, à condition qu'Alceste sortît voilé des enfers et ne montrât ensuite son visage à personne pendant 3 jours. Se dirigeant vers la sortie, Hercule aperçut alors, avec stupéfaction, Thésée, assis dans la chaise de l'oubli. « Que fais-tu là ?» lui demande-t-il. « Je ne sais pas, » répond Thésée, qui a tout oublié. « Mais tu es bien Thésée, » reprend Hercule, saisi d'un doute. « Je ne sais pas, » répète Thésée, la voix blanche et le regard vide. Hercule retourne chez Pluton, réclame des explications, demande et obtient la grâce de Thésée après celle d'Alceste, et c'est en leur double compagnie qu'il retrouve, quelques instants plus tard, la lumière du jour. D'humeur joyeuse, Hercule retourne alors chez Admet, décidé à jouer un bon tour à son ami pour le punir de sa trop grande courtoisie. Il trouve Admet en train de dîner, d'assez bon appétit, ma foi. Après lui avoir amicalement reproché son mensonge, « Je t'amène, lui dit-il, une fort jolie femme que je viens de rencontrer. » Il faut croire qu'Admet, lui aussi, avait dû s'asseoir par mégarde dans une chaise de l'oubli, qui avait effacé de sa mémoire le serment de fidélité prononcé par lui quelques heures plus tôt. Se tournant vers Alceste, qu'il ne reconnaît pas, mais dont les formes juvéniles se dessinent avantageusement sous son voile, « Fais-moi l'honneur, lui dit-il, de partager avec moi ce modeste repas que nous continuerons, si tu le veux bien, dans un salon particulier. » C'est en compagnie de Thésée qu'Hercule retourne chez le roi Eurysthée pour y prendre de nouvelles instructions. « Ta prochaine tâche, lui dit Eurysthée, consistera à t'emparer de la ceinture d'Antiope, reine des Amazones, et à la rapporter en cadeau à ma fille. » Les Amazones étaient une tribu composée exclusivement de femmes, aux mœurs violentes et belliqueuses. En vue de se reproduire, elles menaient 1 fois par an une expédition contre un des peuples voisins, dont elles massacraient les femmes et violaient les hommes.
9 mois plus tard, lorsque naissaient les fruits de ses brèves étreintes, elle noyait tous les garçons pour ne garder que les filles. Ces farouches guerrières étaient vêtues d'une courte tunique qui ne couvrait que leur sein gauche. Cette particularité vestimentaire s'expliquait par le fait qu'elles n'avaient pas de sein droit. On le leur coupait à l'âge de 13 ans pour leur faciliter le maniement de l'arc. Comme signe distinctif, leur reine, Antiope, portait une large ceinture d'or, à laquelle pendait son épée. C'est cette ceinture qu'Hercule était chargé de rapporter. Thésée ayant insisté pour accompagner Hercule, les 2 cousins partirent ensemble. Ils arrivèrent chez les Amazones au moment où celles-ci se disposaient à entreprendre leur voyage de noces annuel. La formidable musculature d'Hercule et la mâle élégance de Thésée produisirent sur Antiope une vive impression. « Voilà, pensa-t-elle, le genre de reproducteur qu'il nous faut. » Une négociation s'engagea, au terme de laquelle l'accord suivant fut conclu. Hercule partagerait successivement la couche de 50 Amazones, cependant qu'Antiope se réservait les services exclusifs de Thésée. En contrepartie, Antiope faisait don de sa ceinture à Hercule et s'engageait, envers Thésée, à lui envoyer vivant l'enfant qui naîtrait de leur liaison, si jamais c'était un garçon. Antiope s'imaginait qu'elle allait profiter de la présence de Thésée pendant au moins 1 mois ou 2, le temps pour Hercule de remplir son contrat. Mais c'était compté sans l'exceptionnelle virilité du fils de Jupiter. En une seule nuit, il expédia allègrement ses 50 fiancés, et le lendemain matin, frais comme une rose, il alla prendre livraison de la ceinture et congé de la reine. Quelques mois plus tard, celle-ci accouchait d'un fils, qu'elle appela Hippolyte, et que nous retrouverons bientôt. Sur le chemin du retour, les 2 cousins se séparèrent, Thésée pour aller à Athènes, et Hercule pour se rendre chez Eurysthée. La 10e mission que celui-ci confia alors à Hercule consistait à tuer l'hydre de Lerne, un monstre affreux, doté d'un corps de serpent et de plusieurs têtes qui repoussaient lorsqu'on les coupait. Cet animal fabuleux a posé aux mythologues depuis plus de 3000 ans une énigme qui, jusqu'à ce jour, était restée sans solution. En effet, si tous les auteurs anciens s'accordent à dire que l'hydre possédait plusieurs têtes, de graves divergences apparaissent, en revanche, à propos de leur nombre exact. Certains parlent de 3 têtes, d'autres de 5, d'autres encore de 6 ou de 9. Ovide mentionne même 100 têtes, et Euripide désigne l'hydre comme le monstre aux 1000 têtes. Mais il semble qu'il s'agisse, chez ces 2 auteurs, de simples figures de style. En présence d'une telle diversité d'estimations, un auteur pressé se serait sans doute contenté d'en calculer la moyenne, ce qui lui aurait permis d'affirmer que l'hydre de Lerne possédait 6,4 têtes. Pour ma part, je n'ai pas cédé à cette facilité. J'ai cherché à savoir qui, parmi les auteurs anciens, avait raison. Mes recherches me permettent aujourd'hui d'affirmer qu'ils avaient tous raison. La clé de ce troublant mystère m'a été fournie par une précision que donnent plusieurs mythographes, relatif au processus de régénération des têtes de l'hydre. Selon eux, chaque fois que l'on en coupait une, il en repoussait 2. Mais alors, tout s'explique. Lorsqu'Hercule, parvenu à Lerne, se trouva pour la première fois en face de l'hydre, celle-ci ne possédait que 3 têtes. Mais, lorsque de son épée Hercule en eut tranché une, il en repoussa 2, et leur nombre total fut alors de 4. À la décapitation suivante, il y en avait 5, et ainsi de suite jusqu'à 9. Malgré sa lenteur d'esprit, Hercule, à qui les principes de la progression arithmétique n'étaient pas totalement inconnus, comprit que la méthode qu'il avait adoptée ne lui permettrait pas de résoudre le problème. Selon la plupart des mythographes, il en adopta alors une autre, consistant à se faire aider
par l'un de ses neveux, appelé Laos, de la façon suivante. Chaque fois qu'Hercule coupait une tête, son neveu cautérisait la plaie sanglante à l'aide d'un brandon ou d'un tison. Cette version des faits ne me convainc guère. Je ne vois pas pourquoi le pouvoir de régénération des tissus de l'hydre, qui résistait au fer, n'aurait pas résisté aussi au feu. Qu'il me soit donc permis, pour une fois, de m'écarter de la tradition et de proposer une version personnelle. Selon moi, Hercule est allé demander une consultation à Thésée, et celui-ci, au terme d'un raisonnement fondé sur le principe mathématique de la réciprocité, est parvenu à la conclusion suivante. Si, lorsqu'on tranche une tête à l'hydre, il lui en pousse 2, alors, si on lui en rajoute une, elle en perdra 2. Il conseilla donc à Arthur de greffer, à titre d'essai, une tête de mouton sur le corps de l'hydre. Comme l'avait prévu Thésée, et par suite sans doute d'un processus biologique de rejet, non seulement la greffe ne prit pas, mais elle provoqua l'infection et la chute d'une des têtes préexistantes de l'hydre. En procédant 9 fois de suite à une greffe similaire, Hercule put ainsi se débarrasser de toutes les têtes, et l'hydre mourut. Hercule trempa alors la pointe de toutes les flèches de son carquois dans le sang noir et fumant du monstre, ce qui eut pour résultat de les empoisonner pour toujours. Hercule était d'humeur joyeuse lorsqu'il retourna chez Eurysthée. Celui-ci lui avait annoncé en effet, la première fois qu'ils s'étaient vus, qu'il lui imposerait 10 travaux. Or, l'hydre de Lerne était le 10e. Mais Eurysthée n'était pas un homme de parole. Il avait pris goût au service d'Hercule et entendait bien en profiter encore un peu. « Mes 10 travaux sont terminés », annonça Hercule en déposant devant Eurysthée le corps inerte de l'hydre. « Pas du tout, » lui répond Eurysthée, « car sur les 10 travaux que tu as accomplis, il y en a 2 qui ne comptent pas. Les écuries d'Augias, parce que tu as perçu, sans mon accord, une rémunération personnelle de 300 bœufs, et la ceinture d'Antiope, parce que tu t'es fait aider par Thésée. Tu me dois donc encore 2 travaux. » Aussi surprenant que cela puisse paraître à qui connaît les emportements d'Hercule, celui-ci ne protesta pas et accepta la 11e tâche que lui imposait Eurysthée, aller chercher et rapporter un panier de pommes d'or du jardin des Hespérides. On ne savait pas grand-chose de ces fruits fabuleux. Selon certains voyageurs, qui prétendaient en avoir vu, ils avaient la forme de pommes, la couleur de l'or, et étaient gorgés d'un jus délicieux. En fait, il s'agissait tout simplement d'oranges, dont la culture ne s'était pas encore répandue en Grèce. Quant à l'endroit où l'on pouvait les cueillir, c'était, disait-on, un vaste verger, gardé par un terrible dragon, et appartenant aux filles du titan Atlas, celui-là même qui avait été condamné par Jupiter à porter éternellement la voûte du ciel sur ses épaules. Ces filles, propriétaires du verger, s'appelaient les Hespérides. Personne ne savait exactement dans quelle partie du monde se trouvait leur jardin. La première difficulté, pour Hercule, consistait donc à le découvrir. Il existait dans l'Antiquité, comme il en a existé à toutes les époques, certains personnages qui connaissaient toutes les bonnes adresses. L'un de ces personnages était un dieu marin, nommé Nérée, et appelé parfois aussi le vieil homme de la mer. Il était malheureusement très peu sociable et se refusait généralement à recevoir les gens qui venaient lui demander des renseignements. Pour les écarter, il se transformait à volonté en monstre, en animal féroce ou en feu. Hercule décida cependant d'aller le trouver, pour lui demander où se trouvait le jardin des Hespérides. En voyant arriver Hercule, Nérée se transforme d'abord en lion, puis en taureau, puis en géant. Inutile de vous dire qu'Hercule n'en fut guère impressionné. Nérée se transforma alors en une colonne de feu. « Tu vas voir comment je vais t'éteindre » lui cria Hercule, et il le noya sous un jet torrentiel. Vous me demanderez peut-être de quel tuyau d'arrosage
a bien pu se servir Hercule. Je vous laisse le deviner. Vaincu, Nérée lui apprit que le jardin des Hespérides se trouvait à l'extrémité occidentale du Maroc, juste à côté de l'endroit où Atlas portait son lourd fardeau. Hercule se rendit donc chez Atlas, à qui il expliqua l'objet de sa visite. « Je veux bien te dire où se trouve le jardin de mes filles, » lui répondit Atlas, avec amabilité. « Mais cela ne servira à rien, car le dragon qui garde les pommes d'or est invulnérable et ne te laissera pas approcher. Il n'obéit qu'à mes filles et à moi-même. Si tu le désires, cependant, j'irai chercher moi-même les pommes d'or, à condition que tu me relais pendant quelques jours pour porter la voûte du ciel. Cela me permettra en outre d'aller embrasser mes filles que je n'ai pas vues depuis longtemps. » Sans méfiance, Hercule accepte. Dès qu'il s'est déchargé sur Hercule de son fardeau, Atlas dévoile son jeu. « Bon courage, » dit-il ironiquement à Hercule. « Je te cède définitivement ma place. Je viendrai t'apporter des oranges de temps en temps. » Et il s'en va chez ses filles. Désespéré, Hercule appelle au secours, une fois encore son cousin Thésée. Celui-ci accourt, et au premier coup d'œil, comprend ce qui s'est passé. « Je vais te dire comment te sortir de là, » dit-il à Hercule. Craignant que des oreilles indiscrètes ne les écoutent, il s'approche d'Hercule et lui murmure quelque chose à l'oreille. « J'ai compris, » lui répond Hercule. Quelques jours plus tard, Atlas vient lui rendre visite. Il apporte un panier de provisions contenant, parmi d'autres victuailles, quelques pommes d'or. Ce n'est pas par bonté d'âme qu'il est venu, mais seulement parce qu'il craint qu'Hercule ne meure d'inanition et ne laisse tomber le ciel. « Tout va bien ?» demande-t-il à Hercule. « Oui, » répond celui-ci, récitant la leçon de Thésée. « Mais je commence à avoir un peu mal à la nuque. Pourrais-tu me remplacer un instant, le temps que je glisse un coussinet sur mes épaules ?»« Bien volontiers, » répond Atlas, qui était apparemment plus naïf encore qu'Hercule. Aussitôt libéré, Hercule prend le large, en ayant garde de ne pas oublier les précieuses pommes d'or. Eurysthée était très fier de sa ménagerie. Il l'avait déjà enrichie grâce à Hercule, du taureau de Crète, du cerf aux cornes d'or, du sanglier d'Érymanthe et des cavales de Diomède. Il rêvait depuis longtemps de la compléter par une pièce unique, le chien Cerbère. Il charge à Hercule, pour son 12e travail, de le lui apporter. Cerbère était un chien énorme et farouche, qui gardait la porte des enfers. Il avait pour consigne d'y laisser entrer tout le monde et de n'en laisser sortir personne. Il possédait 3 têtes, dotées chacune d'un aboiement différent. Se rendre aux enfers n'était pas bien difficile pour Hercule. Il connaissait le chemin, pour y être déjà allé une fois, et entretenait de bonnes relations avec Pluton, dont il était le neveu. Il alla donc trouver Pluton et lui exposa l'objet de sa nouvelle visite. « Décidément, » lui répondit Pluton avec un sourire amusé, ce qui était rare chez lui, « tu ne doutes de rien. » « Eh bien, je consens à ce que tu essaies de t'emparer de Cerbère, mais à la condition que tu ne te serves pas de ta massue, ni d'aucune autre arme. » S'attaquer à Cerbère à main nue, même Hercule n'y pouvait songer. Une fois de plus, il eut recours au conseil de Thésée, qui lui aussi connaissait bien Cerbère, pour avoir séjourné quelque temps aux enfers. « Puisque Cerbère a 3 têtes et 3 aboiements, dit-il à Hercule, il faut pour le dompter que tu emploies successivement 3 voix. Une voix calme pour commander, une voix forte pour gronder, et une voix douce pour récompenser. » Toute la technique des futurs dresseurs de chiens était contenue dans cette formule. Hercule l'appliqua scrupuleusement, et Cerbère le suivit docilement. Mais, lorsque sur les talons d'Hercule, Cerbère et ses 3 têtes menaçantes entrèrent dans la salle où était assis Eurysthée, celui-ci fut si épouvanté qu'il supplia Hercule de ramener Cerbère aux enfers, et promit au héros
qu'il ne lui imposerait jamais plus d'autres tâches. Les 12 travaux d'Hercule étaient terminés.